Le 17 mai 2024, la police de Montréal a reçu un signalement anonyme concernant des violations dans l'élevage d'animaux dans un établissement d'élevage privé appelé Nord-Can, situé dans la paisible banlieue de la ville. Les forces de l'ordre arrivées sur place ne s'attendaient à rien d'inhabituel. Une vérification standard des conditions de détention des chiens. Mais la situation a changé dramatiquement lorsqu'un des policiers a remarqué une construction étrange dans la cage arrière. Sous un lourd plancher en bois, Sarah D. a été découverte. La même jeune fille de 13 ans portée disparue depuis 1 an et demi. Elle était vivante, mais tellement affaiblie qu'elle ne pouvait même pas lever la tête seule. À sa taille était solidement attachée une corde à linge ordinaire. Sous le plancher en bois se trouvait une section de vieilles moquettes, complètement imprégnée d'excréments de chiens. Il y avait également un bol en aluminium contenant de l'eau trouble, presque verte. Sur les parois de la cage métallique étaient inscrites des marques à la craie blanche, des notes claires et méthodiques, AM, PM. À proximité se tenaient calmement 2 bergers allemands, qui ne réagissaient en aucune façon à la présence d'étrangers et semblaient habitués depuis longtemps à ce voisinage. Le tuteur et propriétaire de l'établissement d'élevage, Laurent D., 34 ans, arrêté dans les premières minutes après la découverte, a gardé un calme total. À la question de l'inspecteur demandant pourquoi Sarah était attachée et isolée dans de telles conditions, il a brièvement expliqué « C'est un isolement temporaire. C'est ce qu'a recommandé le vétérinaire. » Laurent n'a montré ni agitation ni surprise, ce qui n'a fait que renforcer les soupçons des enquêteurs. L'enquête s'est immédiatement concentrée sur 2 figures principales. Le premier était Laurent D., lui-même, le tuteur et propriétaire de l'établissement d'élevage, qui avait été administrativement tenu responsable à plusieurs reprises ces dernières années pour des violations des conditions de détention des animaux. Il était maintenant au centre d'une enquête beaucoup plus sérieuse. La deuxième figure a soulevé non moins de questions pour la police. Le médecin de famille Camille B., qui délivrait régulièrement des documents médicaux au nom de Sarah et confirmait officiellement qu'elle n'avait pas de problème de santé. Lors de l'interrogatoire préliminaire, le médecin a avoué n'avoir jamais personnellement examiné Sarah pendant tout son séjour chez Laurent. Tandis que les forces de l'ordre sécurisaient les preuves et recueillaient des témoignages, un dresseur de chiens bénévole a soudainement attiré l'attention des enquêteurs. Il a montré aux policiers une photo prise seulement 1 semaine auparavant. Sur l'image, on pouvait voir la véranda de la maison de Laurent et dessus une personne portant une veste identique à celle que Sarah portait le jour de sa disparition. Ce fait a rendu l'enquête encore plus confuse. Si Sarah était dans la cage tout ce temps, qui se tenait alors sur la véranda de l'établissement d'élevage ? Les ambulanciers ont soigneusement chargé Sarah affaiblie dans l'ambulance lorsque l'enquêteur qui l'accompagnait a entendu un faible murmure. Dans un état semi-conscient, Sarah n'a prononcé qu'un seul mot : « grand-mère ». L'inspecteur a immédiatement noté cette phrase dans son carnet. En fait, la grand-mère de Sarah était officiellement décédée 1 mois avant l'accident dans lequel la famille de Sarah avait été impliquée peu avant sa disparition. La police de Montréal a immédiatement commencé à vérifier tous les contacts possibles de la famille D, y compris les connexions personnelles et l'environnement de la défunte grand-mère de Sarah. Le terrain de l'établissement d'élevage a été complètement bouclé et scellé, et les chiens ont été temporairement transférés dans une station de quarantaine municipale pour des examens supplémentaires. L'enquête a progressivement pris de l'ampleur. Cependant, la police n'a pas encore fait de déclarations officielles sur le rôle de la grand-mère et de la personne étrange sur la photo. Tandis que les techniciens médico-légaux examinaient le terrain de l'établissement d'élevage, une nouvelle inattendue est arrivée des archives de la police de Montréal. En 2018, des plaintes avaient déjà été reçues contre Laurent D, liées à des méthodes cruelles de dressage de chiens. À l'époque, l'affaire avait été rapidement et silencieusement close, sans conséquences graves pour le propriétaire de l'établissement d'élevage. Maintenant, les enquêteurs devaient déterminer si cette histoire était directement liée à l'incident actuel ou s'il s'agissait simplement d'une coïncidence qui remettait en lumière d'anciens protocoles. En enquêtant sur l'ancienne affaire de 2018, un détail intéressant est apparu. La méthode que Laurent appliquait pour corriger le comportement des animaux agressifs était décrite comme
corde courte et couverture par le haut. Selon les descriptions, le chien était attaché avec une laisse aussi courte que possible à la base de la cage, limitant tout mouvement. Au-dessus était placée une lourde couverture de planches pour supprimer la résistance et habituer à l'obéissance. Le même vétérinaire, Dr Camille B., qui apparaissait dans les nouveaux documents, avait alors averti qu'une telle méthode d'entraînement pourrait causer de graves blessures aux animaux. Mais au-delà des avertissements et des remarques, l'affaire n'est pas allée plus loin. Les documents ont simplement été archivés sans conséquence pour l'établissement d'élevage. Maintenant, les enquêteurs étaient affalés confrontés à une question évidente. Pourquoi le vétérinaire travaillait-il toujours avec l'établissement d'élevage 6 ans plus tard, délivrant des certificats et signant des documents, malgré les avertissements antérieurs et les risques potentiels? Il n'y avait pas encore de réponse. Mais cela ajoutait un autre niveau de question à l'affaire qui pourrait éventuellement mener à la découverte de la vérité. Les enquêteurs devaient également vérifier l'alibi de Laurent pour les 18 derniers mois, la période pendant laquelle Sarah était portée disparue. Selon les relevés bancaires, les cartes de Laurent effectuaient régulièrement des paiements à la même heure, exactement à 6 heures du matin et 22 heures du soir, exclusivement sur le terrain de l'établissement d'élevage. Les caméras de surveillance dans la maison confirmaient également sa présence, mais seulement pendant la journée. Un détail intéressant était que le système de vidéosurveillance s'éteignait automatiquement le soir et se rallumait tôt le matin. Ainsi, l'enquête avait une période considérable de 17 heures, une soi-disant zone aveugle, pendant laquelle Laurent pouvait se déplacer librement sans observation. Les forces de l'ordre ont noté cela comme un point important. L'alibi formel était impeccable, mais ne pouvait pas être qualifié de complet. La police a clairement compris que l'absence d'enregistrement ne prouvait pas la culpabilité, mais pouvait certainement être utilisée pour cacher toute action du propriétaire de l'établissement d'élevage. À ce stade, un travailleur social qui avait personnellement visité la propriété de Laurent 2 fois au cours des derniers mois a été impliqué dans l'enquête. Selon le travailleur social, il avait non seulement vu Sarah sur le terrain de l'établissement d'élevage, mais avait également parlé avec elle alors qu'il se tenait près de la clôture. Le travailleur social a officiellement confirmé que Sarah semblait tout à fait normale, ne montrait aucun signe d'inquiétude ou de danger et communiquait calmement. Ce témoignage contredisait fortement les données actuelles de l'enquête et les témoignages des témoins, car selon la version de la police, Sarah avait été isolée tout le temps dans des conditions extrêmement difficiles. Les enquêteurs ont documenté les déclarations du travailleur social, mais les ont traitées avec prudence. De telles contradictions se produisaient toujours dans des cas complexes, et maintenant la police ne pouvait pas complètement exclure la possibilité d'une erreur ou d'une désinformation délibérée de l'enquête. Pendant ce temps, l'un des policiers, en examinant soigneusement les registres économiques, a découvert un vieux cahier en papier pour le nettoyage des enclos. Presque inaperçu parmi de nombreuses petites notes, une brève inscription écrite par Laurent a été trouvée. S15 Sme. La date de cette note était seulement 10 jours après que la tutelle de Sarah ait été officiellement assumée. Ce que signifiait cette abréviation, S15 Sme, était encore inconnu des enquêteurs, mais la page suivante du cahier avait été soigneusement arrachée. Le cahier a été immédiatement confisqué pour un examen d'expertise en écriture. Les enquêteurs espéraient que les résultats aideraient à faire la lumière sur la signification de la note et les raisons possibles de sa dissimulation. La vérification de l'écriture de Laurent devait confirmer que l'enregistrement avait bien été fait par lui et éventuellement déterminer la nature des autres symboles pas entièrement clairs qui avaient été enregistrés auparavant. Les experts préparaient soigneusement leurs conclusions, qui deviendraient la prochaine partie importante du puzzle dans cette affaire. Tandis que les experts en graphologie examinaient la mystérieuse inscription du cahier de l'établissement d'élevage, la police de Montréal est tombée sur une autre particularité directement liée à la famille de Sarah. Après le tragique accident de la route de ses parents, un important paiement d'assurance était en suspens, 78 000 $ canadiens. Comme destinataire de cette somme figurait la grand-mère de Sarah, qui était officiellement décédée 1 mois avant l'incident. Cette circonstance a suscité un nouvel intérêt chez les enquêteurs. Pourquoi les assureurs n'avaient-ils pas vérifié le statut du destinataire plus tôt
Et qui exactement aurait pu avoir accès à ces informations? Les analystes financiers de la police ont rapidement établi que des virements réguliers d'argent provenant d'une société offshore peu connue, nommée FBF Nominees Ltd, arrivaient depuis longtemps sur le compte bancaire de la grand-mère décédée. Au total, les montants des virements s'élevaient à des dizaines de milliers de dollars canadiens et l'origine de cet argent restait pour l'instant inconnue. De plus, un autre détail du passé de la famille est apparu au grand jour. Les parents de Sarah avaient précédemment participé à une procédure judiciaire contre un important entrepreneur local en construction. La raison de la plainte était un défaut grave dans les fondations de leur maison. Mais la procédure s'est terminée par un règlement à l'amiable. Les conditions de cet accord sont restées confidentielles. Mais le fait lui-même suggérait déjà de possibles flux financiers cachés au sein de la famille. Les enquêteurs ont immédiatement contacté les proches parents de Sarah pour clarifier les détails. L'une des premières personnes interrogées fut Chantal, la tante biologique de Sarah, la sœur de sa mère. Lors de l'interrogatoire, elle a déclaré qu'elle entendait parler pour la première fois de l'existence d'une assurance et qu'elle ne savait rien du montant qui aurait dû être versé après l'incident. Cependant, lors de la vérification standard de son téléphone, la police a trouvé un message étrange dans le Messenger, envoyé à un avocat une semaine après l'accident. Le message disait « Comment puis-je demander de l'aide après la mort de ma sœur ?» Cette découverte a suscité des doutes quant à sa sincérité, bien que Chantal ait affirmé qu'elle essayait simplement de comprendre les options de soutien financier pour sa nièce. Mais la police a noté la contradiction dans ses déclarations et ses messages. Dans ce contexte, les enquêteurs ont découvert une autre trace financière inquiétante qui pourrait diriger les soupçons vers Chantal. Un jour avant l'incident tragique, elle avait contracté un gros prêt à court terme d'un montant de 50 000 dollars canadiens. Le timing semblait suspect. Pourquoi avait-elle besoin d'argent si urgemment juste avant l'accident ? Cette circonstance a permis à la police de supposer que Chantal pourrait avoir su à l'avance de la possibilité de recevoir une grosse somme de l'indemnité d'assurance après la mort des parents de Sarah. Cependant, il n'y avait pas de preuve directe que Chantal était impliquée dans l'accident, et la police n'a pas tiré de conclusion hâtive. À ce moment, ce n'était qu'un élément de plus dans la chaîne financière que les enquêteurs tentaient de reconstituer. Pendant ce temps, le contrôle financier de la police de Montréal a poursuivi la vérification de toutes les transactions liées à FBF Nominees Ltd. Et est tombé sur une autre transaction inhabituelle. 2 jours avant l'incident, un petit montant de 350 dollars canadiens avec la mention « Consultation de dresseur canin » a été déposé sur le compte de Laurent. Le virement a été effectué exactement depuis le même compte bancaire de la même société offshore, FBF Nominees Ltd. Il n'était pas encore clair pourquoi une grande société offshore transférerait un petit montant au propriétaire de l'élevage et comment ce paiement pourrait être lié aux événements ultérieurs. Mais la simple existence d'un lien financier entre Laurent et la société qui transférait également de l'argent sur le compte de la grand-mère a automatiquement conduit la police à accorder plus d'attention à cette piste d'enquête. Par décision de la direction de l'enquête, toutes les données financières obtenues sur la famille de Sarah ont été regroupées en une seule chaîne. Pour ce faire, le comptable de la société FBF Nominees Ltd. A été convoqué, qui devait commenter officiellement la nature des virements et les circonstances des relations financières de l'entreprise avec les membres de la famille et avec Laurent lui-même. Les enquêteurs comprenaient clairement. Les réponses du comptable pourraient être cruciales pour obtenir une image complète de ce qui s'est réellement passé dans la famille et autour d'elle avant et après les événements tragiques. Le comptable de la société offshore FBF Nominees Ltd., qui est apparu pour l'interrogatoire, a ajouté un détail inattendu au cours de l'enquête. Il a confirmé que le virement de 350 dollars canadiens sur le compte de Laurent avait effectivement eu lieu, mais n'était pas destiné à une véritable consultation sur le dressage canin, mais servait de couverture pour la remise d'une petite clé USB. À la question des enquêteurs sur ce qui était exactement stocké sur ce support, le comptable a répondu brièvement « Des enregistrements sur l'entraînement des chiens de garde ». La clé USB a été immédiatement confisquée et transmise aux experts de la police de Montréal. Peu de fichiers ont été trouvés sur le support.
L'un d'eux était un horaire clairement structuré pour l'alimentation des chiens, mais l'attention des enquêteurs a été dirigée vers les fichiers audio. Dans les enregistrements, on entendait clairement la voix du docteur Camille B., le même vétérinaire qui signait régulièrement des certificats et des documents pour l'élevage. La voix sur l'enregistrement donnait des instructions brèves et étranges. « Garde-la au soleil, elle a besoin de vitamine D. » Et un peu plus tard, « Allonge la corde, sinon elle appuiera sur le ventre. » Les experts ont rapidement déterminé que ces remarques étaient soigneusement découpées de différents fragments audio enregistrés lors de consultations de télémédecine. Selon la première évaluation de la police, quelqu'un essayait clairement, délibérément de donner l'impression que les instructions concernaient Sarah, bien que les phrases elles-mêmes semblaient inoffensives. Il était évident que cet enregistrement devenait un élément important mais ambigu de l'enquête, qui devait encore être clarifié. Les enquêteurs ont convoqué le docteur Camille B. pour clarifier l'origine des enregistrements. Lors de l'interrogatoire, il a immédiatement confirmé que la voix était bien la sienne. Cependant, Camille a fermement expliqué que les mots étaient sortis de leur contexte et se référaient exclusivement à un chiot atteint de rachitisme et n'avaient rien à voir avec des humains. Un expert en analyse sonore, consulté par les enquêteurs, a soutenu la position du vétérinaire. Selon lui, l'édition audio était évidente et quelqu'un avait délibérément altéré le contexte en mélangeant différentes phrases en un tout. Cependant, la police disposait d'un second avis d'expert, tout aussi autoritaire et officiel. Un autre expert en son a souligné l'homogénéité du bruit de fond des enregistrements, ce qui, selon lui, pourrait indiquer que l'enregistrement a été fait de manière continue et pourrait donc être authentique. Une dispute ouverte a éclaté entre les deux spécialistes, dans laquelle aucune des parties n'a cédé. L'enquête a été forcée de noter ce point sans tirer de conclusion définitive. Le même jour, un nouveau témoin est apparu, un chauffeur d'un service de messagerie locale. Dans sa déclaration, il a expliqué à la police avec conviction qu'il avait personnellement vu le docteur Camille B. à la porte de l'élevage Nord-Cannes, le soir du 16 mai, littéralement un jour avant que la police ne découvre Sarah. Le coursier a décrit en détail l'apparence du vétérinaire, ses vêtements et sa voiture. Cependant, la police a immédiatement vérifié les déclarations à l'aide des données GPS du véhicule du coursier. Il a été rapidement découvert que le chauffeur n'était pas près de l'élevage ce soir-là, mais livrait un colis à une autre adresse, à environ 3 km de la propriété de Laurent. Le témoin s'était manifestement trompé. Ses déclarations étaient sincères, mais ne correspondaient pas à la réalité. La police a rapidement fermé cette piste comme une fausse piste, mais le fait que de telles erreurs se produisent a ajouté encore plus de confusion à une enquête déjà déroutante. Au même moment, les résultats définitifs de l'examen des experts en écriture sont arrivés. Les experts de la police ont confirmé que la mystérieuse annotation S15 Temers, précédemment trouvée dans le cahier de nettoyage de l'élevage, avait sans aucun doute été écrite par Laurent. De plus, les experts ont établi le cadre temporel dans lequel la page suivante a été arrachée. Cela s'est produit exactement entre les deux visites du travailleur social qui aurait parlé 2 fois avec Sarah. Cette découverte est devenue un facteur décisif pour la police, indiquant une tentative consciente de Laurent de cacher des détails importants. Compte tenu des données d'expertise obtenues et des circonstances suspectes avec la clé USB trouvée, la police de Montréal a pris la décision opérationnelle d'arrêter Laurent D. sous l'accusation officielle de dissimulation de preuves. Après une brève audience judiciaire, le juge a autorisé une perquisition d'urgence dans la maison du propriétaire de l'élevage. Sur les lieux se trouvèrent déjà les forces d'intervention et les techniciens criminels qui n'attendèrent que l'autorisation formelle pour commencer les actions. Maintenant, les enquêteurs espérèrent trouver des preuves directes de ce que Laurent leur cachait et confirmer ou réfuter sa participation directe à l'incident. La perquisition d'urgence de la maison de Laurent a finalement apporté de la clarté. Dans une petite pièce aménagée en studio domestique, la police a découvert un ordinateur avec un logiciel d'édition audio et de nombreux fichiers de consultation en ligne du docteur Camille B. C'est devenu évident. C'est exactement ici que Laurent a créé de faux fichiers audio en coupant des répliques individuelles des consultations en ligne du médecin, puis en les assemblant soigneusement en un message.
L'objectif était simple, justifier l'isolement de Sarah prétendument pour des raisons médicales du vétérinaire. Les enquêteurs ont rapidement déchiffré la mystérieuse annotation dans le cahier de l'élevage, marquée comme S15 Angshimawars. C'était une documentation sèche et claire du processus d'allongement progressif de la corde à laquelle Sarah était attachée. Tous les quelques mois, Laurent relâchait la corde de 15 cm, l'adaptant à sa taille et évitant des blessures graves, mais sans lui donner de liberté de mouvement. La page manquante du cahier contenait probablement des notes détaillées qui auraient pu révéler ses actions bien plus tôt. L'enquête a complètement reconstitué le tableau des machinations financières de Laurent. Pendant les 18 mois complets du séjour de Sarah sur le territoire de l'élevage, il recevait régulièrement des prestations sociales destinées à elle. Le montant total s'élevait à 23 040 $ canadiens. L'audit financier des comptes bancaires a confirmé Laurent n'avait pas dépensé un seul centime de ses fonds aux fins prévues. Tout l'argent est resté sur ses comptes personnels ou a été utilisé pour les besoins courants de l'élevage et les dépenses personnelles de Laurent. Le docteur Camille B. a été impliqué dans cette histoire complètement involontairement. Le vétérinaire qui n'avait jamais effectué d'examen personnel sur Sarah croyait sincèrement qu'il donnait des consultations sur la santé d'un chiot. Il signait régulièrement des documents médicaux officiels, en se basant uniquement sur des consultations téléphoniques et en ligne, dans lesquelles il était habilement induit en erreur par des fichiers audio falsifiés. L'expertise a clairement prouvé que le médecin était effectivement une victime des circonstances et faisait confiance aux messages vocaux montés créés par Laurent. Quant au transfert suspect de la société offshore FBF Nominees Ltd, l'enquête a définitivement établi la société n'avait aucun lien direct avec le crime lui-même. Le seul transfert de 350 $ canadiens qui est entré sur le compte de Laurent était simplement le paiement pour cette clé USB contenant des enregistrements de consultations falsifiés. La société offshore ne savait rien des fins auxquelles ces matériaux seraient utilisés et n'avait pas l'intention de participer à la dissimulation du crime. L'arrestation de Laurent a été tumultueuse. Lorsque les forces opérationnelles de la police de Montréal sont entrées sur le territoire de l'élevage, Laurent, réalisant qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, a tenté d'arracher les colliers de 2 bergers allemands et de les lancer contre les policiers. La réaction de l'unité spéciale a été immédiate. Sans utilisation d'armes, les chiens ont été rapidement tranquillisés, empêchant la situation d'escalader. Au moment de son arrestation, Laurent a crié une phrase étrange qui est ensuite apparue longtemps dans les dossiers judiciaires et dans la presse. « Je l'ai mieux nourri que les chiens ». Cette phrase, malgré son absurdité, a donné un aperçu de son cynisme intérieur et du manque total d'empathie envers sa victime. Le procès judiciaire s'est terminé le 24 octobre 2024 au tribunal provincial du Québec. Laurent D. a reçu sa sentence finale, 18 ans de privation de liberté sans droit à une libération conditionnelle avant l'expiration de 12 ans. C'était une mesure logique et maximalement juste, compte tenu de la gravité du crime commis et de sa durée. Le docteur Camille B., bien qu'il ait été reconnu comme participant involontaire aux événements, a néanmoins porté la responsabilité pour négligence professionnelle. Le tribunal a décidé de lui imposer une amende de 30 000 $ canadiens, en soulignant l'importance du contrôle personnel et d'une approche soigneuse dans les consultations médicales. Quant à Sarah elle-même, elle suit actuellement une réhabilitation à long terme dans l'une des cliniques spécialisées du Québec. Sur recommandation des médecins, sa communication avec l'environnement et avec les enquêteurs se déroule strictement sous la supervision d'un psychologue qui l'aide à faire face aux conséquences de ce qu'elle a vécu. C'était la seule chose que les enquêteurs ont communiqué ouvertement à la presse après la conclusion de la procédure judiciaire. Les 2 bergers allemands qui se trouvaient tout le temps sur le territoire de l'élevage et ont été témoins des événements, après un bref séjour à la station de quarantaine de la ville, ont reçu la possibilité de trouver de nouveaux propriétaires. Les 2 animaux ont été confiés aux mains responsables de bénévoles et de dresseurs de chiens qui leur ont assuré des conditions de vie dignes. L'enquête a été officiellement close et a laissé de nombreuses questions auxquelles seule la société pouvait répondre. Cependant, la police de Montréal savait avec certitude l'affaire avait été conclue avec le plus grand professionnalisme et justice. Chiffres, dates, sentences judiciaires et destin des personnes impliquées
sont désormais devenus le seul épilogue fiable dans une histoire qui a secoué le Canada. Des parties de son corps ont été retrouvées cuites dans une marmite. Quand il a disparu, tout le monde pensait qu'il avait été enlevé. Mais ce qui lui est réellement arrivé et qui était derrière ce crime a choqué même les enquêteurs les plus expérimentés. Angela Stolt est née le 7 avril à Bangkok, en Thaïlande, fille d'une famille militaire. Son enfance était stricte, mais marquée par l'amour et le respect de ses parents. Durant son enfance, Angela avait des difficultés à communiquer avec ses pères et se disputait souvent avec sa sœur aînée Esther, qui s'occupait d'elle en l'absence de leurs parents. Quand Angela était adolescente, la famille Stolt a déménagé à Milton, en Floride. La raison en était que son père quittait l'armée. À 15 ans, Angela a rencontré un jeune homme qui avait 3 ans de plus qu'elle. Bientôt, ils vivaient ensemble et Angela l'a épousé. Cependant, le mariage a échoué. Son mari maltraitait Angela, l'abusait physiquement et la menaçait même de mort à plusieurs reprises. Après plusieurs années de souffrance, Angela a décidé de divorcer. À l'âge de 20 ans, Angela s'est remariée et a eu un enfant, ce qui lui a apporté un certain soulagement. En même temps, on lui a diagnostiqué un trouble anxieux et une dépression, et elle a commencé un traitement avec des antidépresseurs. En plus de ses problèmes psychologiques, Angela souffrait également de problèmes physiques. Elle est née sans thyroïde, ce qui nécessitait plusieurs traitements et affectait fortement sa condition physique. Cela a conduit Angela à avoir des difficultés à se déplacer, ce qui limitait ses activités quotidiennes et son style de vie. Après l'échec de son deuxième mariage, Angela s'est retrouvée seule avec un enfant à l'âge de 23 ans. N'ayant pas d'éducation depuis qu'elle avait abandonné l'école en 9e année, il était très difficile pour Angela de trouver un travail qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. En raison de sa situation financière, Angela a décidé qu'elle avait besoin d'un homme qui pouvait la soutenir financièrement. À l'âge de 25 ans, elle s'est remariée et a eu une deuxième fille. La famille a déménagé à Lucia County, en Floride. Après son remariage, Angela a été confrontée à de nouveaux problèmes. Elle souffrait de crises de panique dues à un faible taux d'hormones thyroïdiennes. Elle devait prendre des médicaments puissants qui la mettaient mal à l'aise. Malgré ces problèmes, Angela s'efforçait de rendre sa maison confortable. Elle essayait aussi de communiquer avec ses voisins, bien que ceux-ci trouvèrent parfois son comportement étrange. En 2006, James Schiffer de Philadelphie s'est installé en face d'Angela. Il travaillait comme chauffeur de limousine et était connu pour sa nature amicale et joyeuse. James était en couple avec Candy Medina depuis 17 ans, qui avait déjà un enfant d'un précédent mariage. Avec James, Candy a eu 2 autres enfants, qui étaient à peu près du même âge que les enfants d'Angela. Les enfants jouaient moins souvent ensemble et sont devenus amis des familles Schiffer et Angela. Ils s'aidaient mutuellement dans les tâches ménagères, célébraient des fêtes et voyageaient ensemble. Angela aimait le camping et emmenait souvent ses enfants à l'aventure dans la nature. Elle collectionnait aussi passionnément des armes. Sa collection comprenait à la fois des armes jouets et de véritables armes de combat. Bien que les fusils dans la maison ne soient tellement pas chargés, Angela avait des munitions pour chaque pièce. Bien que sa vie semblait heureuse à première vue, son mariage se détériorait lentement. Un jour, son mari a fait ses valises et a quitté Angela pour toujours. Au début, Angela était soulagée, car elle avait l'impression que son mari ne la traitait pas assez bien. Mais bientôt, elle s'est retrouvée en difficulté financière et seule avec ses enfants. À la recherche de soutien financier, Angela s'est tournée à plusieurs reprises vers ses proches, demandant des prêts. Malheureusement, les fonds reçus n'étaient pas suffisants pour couvrir ses dépenses croissantes. En octobre 2012, son voisin James a proposé une solution inhabituelle à ses difficultés financières. Il a offert à Angela de recevoir sa pension d'invalidité de 1 230 $ par mois. En échange, elle recevrait 100 $ chaque mois pour ses dépenses. Angela a d'abord refusé l'offre, craignant des complications et des risques juridiques. Mais James a insisté et finalement, elle a accepté.
Ils sont allés au bureau de la sécurité sociale et à la banque pour ouvrir un compte commun. James a insisté pour écrire un chèque à l'avance pour encaisser les paiements, ce qui s'avérerait plus tard être un présage de problèmes futurs. Les difficultés ont commencé lorsque James a commencé à dépenser trop d'argent du compte. Angela a essayé d'éviter une crise financière, mais James a découvert le numéro de sa carte bancaire et a commencé à retirer régulièrement des centaines de dollars. Cela a continué jusqu'à ce que la situation devienne critique. Au début, James remboursait l'argent, mais avec le temps, la sécurité sociale a commencé à retenir une partie de ses paiements. Cela a mis James dans de graves difficultés financières. Il avait désespérément besoin de tous ses paiements pour régler ses dettes, y compris plusieurs mois de loyer pour la maison où il vivait avec sa famille. Au début de l'année 2013, James se trouvait dans une situation financière difficile et était menacé d'expulsion. Pour résoudre ses problèmes financiers, il avait besoin de fonds supplémentaires urgents, au-delà du montant nécessaire pour le logement. James a insisté pour qu'Angela emprunte 4 000 $ à son père. Cependant, Angela ne voulait pas impliquer son père âgé, qui souffrait de problèmes de santé, et cherchait d'autres moyens d'aider James. En avril 2013, la situation s'est encore aggravée. Angela a refusé de donner une avance pour l'encaissement des chèques. Pour le 3 avril, ils ont convenu d'une réunion pour discuter des questions financières. Angela a récupéré James au travail tôt le matin et l'a ramené chez elle. Lorsque les enfants étaient au lit, Angela et James sont restés dans la cuisine pour discuter du soutien financier. Ils ont bu quelque chose tout en réfléchissant à la façon de soutenir financièrement son père. À ce moment, Angela a décidé de donner à James un analgésique qu'elle avait emprunté à son père. Elle connaissait l'effet calmant du médicament, particulièrement lorsqu'il était combiné avec de l'alcool, et a décidé de l'utiliser à son avantage. Lorsque James s'est senti mal, Angela a décidé de le conduire à un cimetière proche. Dans la voiture, ils ont commencé une conversation sérieuse. Cependant, l'atmosphère a changé lorsqu'Angela a informé James qu'elle ne voulait plus établir de chèque. Cette décision a provoqué une réaction de colère chez James et il a commencé à exiger de l'argent de manière agressive. Dans une situation critique, Angela a saisi un pic à glace qui se trouvait dans une boîte sur le siège arrière de sa voiture et dans son désespoir, elle a poignardé James dans l'œil. Cependant, il a continué son attaque, obligeant Angela à l'arrêter avec une corde qu'elle a enroulée autour de son cou. Quand James a cessé de bouger, Angela, choquée par ce qui s'était passé, a de nouveau frappé avec le pic à glace, cette fois dans son autre œil. Confrontée à une décision difficile, Angela a envisagé d'appeler la police, mais avait peur qu'on ne la croie pas et qu'elle perde ses enfants. Pour éviter une rencontre avec la police et garder sa voiture propre, elle a enveloppé la tête de James dans du film alimentaire et l'a ramené chez elle, assis sur le siège passager. À la maison, Angela a garé la voiture dans le garage. Là, elle a démembré le corps de James avec un couteau et une scie. Ensuite, elle a apporté les parties du corps dans la cuisine et les a mises dans le four pour détruire toutes les preuves. Après réflexion, Angela a réalisé que la fumée et l'odeur âcre du four pourraient la trahir. Rapidement, elle a changé son plan initial. Angela a commencé à faire bouillir les morceaux sur la cuisinière et à jeter le reste, emballé dans des sacs poubelles, dans la forêt derrière la maison. Elle était aidée par ses enfants, à qui elle a raconté qu'ils se débarrassèrent de la carcasse d'un cerf qu'elle aurait prétendument heurté avec sa voiture la veille au soir. En même temps, Candy, la femme de James, a commencé à s'inquiéter de sa disparition soudaine. James n'était pas rentré à la maison après avoir livré des clients à Tampa et avait manqué sa prochaine mission. Inquiète, Candy est allée à la police et a signalé son mari comme disparu. La police a immédiatement appelé le public à l'aide pour la recherche. Selon la police, James a été vu pour la dernière fois le 20 avril, lorsqu'il a quitté sa maison. Dans les avis de disparition, James était décrit comme un homme mesurant environ 180 cm, pesant 120 kg, avec des yeux bruns et des cheveux bruns. Parmi ses caractéristiques particulières figuraient plusieurs tatouages. L'inscription Gringo sur son cou, le crâne du groupe Metallica sur son mollet droit et le mot NZZ sur son avant-bras droit.
Candy a également dit aux enquêteurs que son fils de 16 ans, Tyler, avait reçu des messages textes de son père. Les messages disaient que James devait de l'argent et devait se cacher. Cependant, toute la famille doutait de l'authenticité des messages et du fait que James aurait pu disparaître, car il dépendait financièrement de lui et croyait qu'il ne quitterait jamais la famille. Pendant l'enquête, les enquêteurs ont visité le lieu de travail de James et ont trouvé sa camionnette correctement garée. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions dans une enquête déjà complexe sur sa disparition. En fouillant la voiture de travail de James, les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice sur son lieu de résidence actuel. Pete Harrington, le supérieur de James, a dit à la police qu'il n'avait aucune information sur le lieu où se trouvait James. Le jour où James a disparu, rien d'inhabituel ne s'était produit sur son lieu de travail. John, un mécanicien de l'entreprise, a cependant raconté une histoire différente. Il a affirmé avoir vu James vivant pour la dernière fois vers 3 heures du matin, alors qu'il partait dans une voiture noire. John a également déclaré que James avait un grave problème de jeu et avait accumulé d'importantes dettes. De plus, John a admis que la relation avec James était tendue et qu'il s'était même disputé quelques semaines auparavant. Malgré ces informations, la police n'a pas pu trouver de preuves suffisantes pour lier John à la disparition de James. Par conséquent, John a été retiré de la liste des principaux suspects. Les enquêteurs ont poursuivi leurs investigations à l'aide des données GPS de la limousine de James. Ils ont visité tous les endroits que James avait visités lors de son dernier voyage. Mais même après une vérification approfondie de ces lieux, ils n'ont pu trouver rien d'inhabituel ou d'indice sur sa disparition. John Brady, un détective avec de nombreuses années d'expérience, est confronté à une affaire difficile. James, l'homme, semble s'être évaporé dans l'air. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, la police a enquêté intensément. Pendant ce temps, Angela semble avoir éliminé des preuves. Elle a secrètement enterré le téléphone et le permis de conduire de James dans des parcs voisins. De plus, Angela a jeté des casseroles et des poêles dans des poubelles et le tapis de sol de sa voiture dans un lac. La police a suivi diverses pistes et a soupçonné que James aurait pu disparaître de son propre chef pour échapper à des problèmes financiers. Sa femme Candy était cependant convaincue du contraire. Elle a insisté pour que les enquêtes se poursuivent, car elle était convaincue que son mari ne laisserait jamais elle et les enfants sans soutien. Avec sa persévérance, elle a mis la police sous pression. La percée dans l'affaire est venue lorsque la police a vérifié les relevés téléphoniques de James. Il s'est avéré qu'il avait correspondu avec la voisine d'Angela. Lors des premiers interrogatoires, Angela a nié avoir vu James les jours précédents. Plus tard, cependant, elle a changé sa déclaration et a indiqué qu'elle avait aidé James dans des affaires financières, car il n'avait pas de compte bancaire propre. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était le 5 avril. Cela contredisait la déclaration de la famille de James, qui affirmait ne pas l'avoir vu depuis le 2 avril. Angela se comportait de jour en jour de façon plus énigmatique, avait des cauchemars et des pensées paranoïaques, surtout après avoir arrêté ses médicaments. Un jour, Esther, la répartitrice, a reçu un appel troublant. Angela serait apparue chez ses parents et aurait avoué avoir commis un crime grave, ce qui a conduit la police criminelle à ouvrir une enquête. Le 20 avril, quelque chose d'inattendu s'est produit. La sœur d'Angela a contacté les services d'urgence et a signalé le comportement étrange d'Angela et a exprimé son inquiétude quant à ses possibles intentions suicidaires. Une patrouille de police a immédiatement été envoyée à l'appartement d'Angela. À l'arrivée de la police, Angela a refusé de parler aux officiers, même en présence d'un avocat. Elle a ensuite été emmenée pour un examen médical afin de déterminer son état mental. Pendant que les médecins effectuaient les tests, la police a obtenu un mandat de perquisition pour son appartement qui s'est avéré être une maison des horreurs. Les murs étaient décorés de graffitis et d'étranges symboles religieux. Des vêtements sales traînaient partout. Dans la chambre d'Angela, ils ont trouvé des objets intimes et des pentagrammes dessinés sur les murs et le sol, créant une atmosphère sombre et troublante. Lorsque les enquêteurs ont commencé leurs investigations, ils sont rapidement arrivés à la conclusion que la suspecte Angela pourrait être membre d'une secte. Cela a renforcé les soupçons contre elle. Après une série d'interrogatoires, Angela a finalement fait des aveux
Elle a décrit en détail comment elle avait démembré le corps de James et comment elle était en train de le préparer. Ensuite, Angela a conduit les enquêteurs à l'endroit où elle aurait prétendument enterré le téléphone de la victime. Elle a déclaré y être retournée régulièrement pour recharger le téléphone, créant ainsi l'illusion que James était encore en vie. Cependant, les enquêteurs avaient besoin de preuves pour son histoire. Angela les a donc conduits à différents endroits en Floride centrale, affirmant y avoir jeté les parties du corps. Dans une zone boisée à Austin, la police a trouvé les restes d'un corps dans des sacs poubelles. Parmi eux se trouvaient un fémur, une rotule et d'autres tissus mous, mais la tête et le torse manquaient. De plus, des vêtements correspondant à ceux que James portait avant sa disparition ont été trouvés. Les enquêteurs espéraient que les résultats de l'examen médico-légal révéleraient comment Angela avait tué sa victime. Malheureusement, l'expert n'a pas pu déterminer la cause exacte du décès. Cependant, l'analyse ADN a confirmé que les parties du corps trouvées appartenaient à James. Les procureurs ont présenté leur version du mobile du crime et ont mis l'accent sur l'avidité. Ils ont souligné que, tant que James était officiellement considéré comme vivant, ses paiements mensuels de sécurité sociale de 1 230 $ continuaient à être versés sur le compte bancaire commun avec Angela. C'était un point important dans leur argumentation. Les procureurs ont en outre affirmé qu'Angela avait administré des médicaments à James, qu'il avait rendu inconscient, puis lui avait ôté la vie. Ils ont soutenu qu'Angela était tellement contrariée que James dépensait constamment trop d'argent de son compte qu'elle a planifié et exécuté le meurtre. La clé des preuves de l'accusation était qu'Angela avait acheté des bâches en plastique et des gants en caoutchouc quelques heures avant l'incident. L'accusation a considéré cela comme une preuve qu'elle avait commis l'acte intentionnellement. Après que des preuves aient été rassemblées et qu'elle ait fait des aveux, Angela a été incarcérée dans la prison du comté sans caution. Elle a été accusée de meurtre au second degré, de manipulation de preuves et de profanation de cadavres. En septembre de l'année 2014, l'avocat d'Angela a soutenu que sa cliente avait agi en légitime défense, invoquant le droit de la Floride. Cependant, le juge Render Rother a rejeté la demande et a envoyé l'affaire en jugement. Le procès a commencé le 1er décembre de l'année 2014. Au cours du procès, l'accusation a fait comparaître la sœur et la fille d'Angela comme témoins. Elles ont confirmé qu'Angela leur avait avoué avoir utilisé des substances illégales pour tuer James. La fille de 17 ans d'Angela a interrogé sa mère sur une odeur étrange et non identifiable dans la maison. Au début, Angela a essayé de détourner les soupçons en disant que c'était l'odeur d'un rat mort provenant du four. Mais bientôt, elle a révélé la vérité. Angela a avoué à sa fille qu'elle avait tué leur voisin parce qu'il l'avait menacée de la tuer. Lorsqu'Angela a témoigné au tribunal, elle semblait très nerveuse. Elle était vêtue de noir, avait de longs cheveux bruns et portait des lunettes. À intervalles réguliers, elle se tournait vers les jurés et parlait d'une voix tremblante. Angela a révélé qu'elle avait délibérément essayé de préserver des preuves pour la police, à savoir les papiers de James qu'elle avait enterrés dans le parc. Elle a également raconté des détails horribles sur la façon dont elle avait démembré le corps de James avec une scie. La plupart des preuves ont été perdues, y compris la tête de la victime, qui n'a jamais été retrouvée. La police n'a pu localiser que de nombreux os de la victime. Angela a essayé de brûler les restes, mais après des tentatives infructueuses, elle a décidé de les mettre dans des sacs poubelles pour les disperser dans le quartier. Dans son appel, Angela a affirmé qu'elle avait fait tout cela en légitime défense et qu'elle ne connaissait pas ses droits. Sinon, elle serait allée immédiatement à la police. Elle a exprimé la crainte que ses enfants puissent perdre leur mère. Dans cette affaire, l'accusation a insisté sur le fait qu'Angela avait secrètement mis des somnifères dans la boisson de James. Cependant, l'avocat d'Angela a contesté ces allégations, soulignant que James était au courant des somnifères dans sa boisson. Selon l'avocat, Angela n'avait pas l'intention de le tuer, mais voulait simplement le tenir à l'écart de ses 2 enfants, surtout après lui avoir annoncé qu'elle refusait un soutien financier supplémentaire. Cette nouvelle a déclenché la colère de James. L'accusée a décrit comment le conflit dans la voiture s'est produit. Selon elle,
James, irrité par son refus d'eau, l'a saisie par l'épaule et a menacé elle et ses enfants. Dans ce moment critique, Angela a attrapé une boîte d'équipement de camping qui se trouvait sur le siège arrière, cherchant protection. Elle voulait saisir un tournevis, mais c'était un pic à glace qu'elle a planté dans l'œil de James. Après cela, Angela a affirmé que James continuait à la tenir, ce qui l'a amené à tirer un câble électrique de la boîte et à l'étrangler, mettant fin à sa vie. Pendant le procès, une vidéo de l'interrogatoire d'Angela par le bureau du shérif a été montrée, dans laquelle elle disait qu'après avoir tué James, elle avait retiré le pic à glace de son œil droit et l'avait planté dans son œil gauche. Cependant, lors du procès réel, Angela a déclaré qu'elle ne pouvait pas se souvenir de cet acte. Elle a expliqué que des cauchemars, qui se mêlaient à la réalité après l'incident, avaient déformé ses souvenirs. Le procès, qui pourrait être comparé à un scénario de film d'horreur, s'est terminé le 5 décembre 2014. Ce jour-là, l'accusé a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Pendant l'interrogatoire, l'accusation a souligné comment Angela avait changé sa déclaration et menti aux enquêteurs. Souvenez-vous que les enquêteurs sont venus chez elle pour se renseigner sur son voisin et qu'à ce moment-là, elle cuisinait prétendument quelque chose de spécial. Le jury, composé de 8 hommes et 4 femmes, a délibéré pendant près de 3 heures. Lorsqu'ils ont finalement rendu un verdict, Angela est restée indifférente. Elle n'a montré aucune émotion et n'a pas réagi lorsque l'huissier s'est approché d'elle et lui a mis les menottes. Ce moment, qui représente le point culminant d'une histoire tragique, restera dans les mémoires de tous ce jour-là. Angela, âgée de 42 ans, a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. En outre, elle a reçu 15 ans pour profanation de cadavres et 5 ans supplémentaires pour manipulation de preuves. Aucune accusation n'a été portée contre les enfants d'Angela. Selon l'accusation, il n'y avait pas de preuves convaincantes que les enfants avaient sciemment aidé leur mère à commettre le crime. Les enfants croyaient qu'ils se débarrassaient des restes d'un cerf mort. Grâce à ces aveux, les autorités ont pu résoudre le crime lié à la disparition de James, dont la tête et le torse n'ont jamais été retrouvés. Cet aveu s'est avéré être un moment clé dans l'enquête et a permis aux autorités de percer un crime mystérieux et énigmatique. Sur cette photo se trouve Diana Fairchild, qui avait 7 ans au moment de la prise de vue. Quelques jours après que cette photo a été prise, elle a disparu sans laisser de traces de son domicile. Les recherches n'ont donné aucun résultat et bientôt sa famille a dû faire face à la triste vérité de sa disparition. Derrière la disparition de Diana se cachait une personne à première vue discrète, un chauffeur de taxi local nommé Curtis Dean Anderson. Plus tard, il s'est avéré qu'il était impliqué dans une série de cas similaires dont le nombre total atteignait 13. Ces crimes auraient pu rester impunis sans l'intelligence d'une courageuse jeune fille qui a déjoué le criminel et contribué à restaurer la paix et la tranquillité dans sa petite ville. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse vraiment arriver. Cela semblait être le genre de choses qui n'arrivent que dans les films. Je rêvais de rentrer vite à la maison, raconte Madsy Sanchez. Le 12 août 2001 était une journée d'été claire et ensoleillée qui illuminait Vallejo en Californie. Pour beaucoup de ses habitants, cette journée était comme toutes les autres. Mais pour Madsy Sanchez, elle était spéciale. Elle célébrait son anniversaire. Au lieu d'attendre son frère après l'école comme d'habitude, elle rentra seule ce jour-là, anticipant la fête. Normalement, Madsy attendait son frère pour rentrer ensemble. Mais aujourd'hui, le jour de son anniversaire, elle avait hâte d'être à la maison. Sa mère avait déjà tout préparé pour la fête. Madsy, pleine de joie et d'attente pour les cadeaux et les friandises, était presque arrivée chez elle quand elle eut le sentiment que quelqu'un l'observait. Madsy se souvenait du moment. « J'étais à seulement un pâté de maison de chez moi quand j'ai remarqué un homme dans une voiture qui ne me quittait pas des yeux. » Elle sentit que quelque chose n'allait pas, et son intuition lui conseilla de changer de trottoir. Laissant derrière elle la vieille voiture et l'homme, Madsy, pleine d'anticipation pour son anniversaire, ignora ce sentiment et continua.
En passant devant la voiture, le contact visuel avec l'étranger suscita en elle un sentiment d'inquiétude. Au moment où elle se trouvait près de l'arrière de la voiture, l'homme l'arrêta et demanda de l'aide. Il raconta qu'il avait eu un accident de moto et qu'en raison d'une blessure au dos, il était incapable d'atteindre le ruban adhésif tombé dans la voiture. Les conseils de la mère de Madsy à ses enfants étaient toujours clairs. Si un étranger vous aborde, n'entamez pas de conversation et ne montez jamais dans sa voiture, évitez plutôt les étrangers. Ces mots reflétaient les principes selon lesquels elle élevait ses enfants. Mais Madsy négligea les conseils de sa mère et fit confiance à une personne qu'elle ne connaissait pas auparavant. Bientôt, elle réalisa que sa décision était une erreur. Elle pensait que sa douleur était réelle, ce qui l'amena à le croire. Mais lorsqu'elle se pencha pour ramasser le ruban, l'homme fut soudain tout près. Madsy tenta de se libérer, cria et se débattit contre l'agresseur. Mais toutes les tentatives d'appel à l'aide furent vaines. Au moment où ses cris furent étouffés et qu'aucun appel à l'aide ne put sortir, elle comprit au fond de son cœur que le chemin du retour pourrait lui être fermé à jamais. Après que l'homme se fut installé avec la fille sur le siège avant de sa vieille berline, il claqua fortement la porte. Le moteur de la voiture prit à peine vie et bourdonna doucement tandis que la voiture démarrait lentement et passait devant la maison de Madsy. À ce moment-là, sa mère préparait à la maison une fête qui devait être inoubliable dans leur vie familiale. Madsy se souvenait d'avoir regardé par la fenêtre comment il se dirigeait vers sa maison. En ces instants, elle voulait tellement être à la maison. Tout s'est passé en 10 secondes, raconta-t-elle. Dès que Madsy ne rentra pas à temps, sa famille commença à s'inquiéter et appela la police. Cela déclencha une grande opération de recherche à Vallejo, où la police demanda à tous d'aider à rechercher le membre disparu de la famille Sanchez. Ils savaient seulement qu'elle avait été vue pour la dernière fois vers 3 heures de l'après-midi et rien d'autre n'était connu. La personne qui avait pris Madsy s'arrêta sur le parking d'un grand centre commercial et sortit quelque chose à boire du coffre. Il offrit à boire à Madsy. Quand Madsy réalisa que ses chances étaient minces, elle lui demanda pourquoi il agissait ainsi. Il partagea de façon inattendue son histoire avec elle, racontant que quelque chose de similaire lui était arrivé dans sa jeunesse. Cette découverte donna à Madsy l'espoir d'éviter d'autres ennuis et de trouver un chemin vers la liberté. Mais ce n'était que le début de ses épreuves. Quelques heures plus tard, lorsque l'inconnu surveillait moins Madsy, il décida de continuer à rouler. L'homme emmena la fille à la périphérie de la ville, sur une petite colline d'où l'on pouvait voir tout Vallejo. Quand ils arrivèrent au nouvel endroit, il alla au coffre de sa voiture. Cette fois, il sortit plusieurs couvertures, sacs et morceaux de tissu qu'il utilisa pour couvrir les fenêtres de la voiture afin que les personnes extérieures ne puissent pas voir ce qui se passait à l'intérieur. Dès que le soleil commença à descendre, Madsy fut saisie par l'inquiétude de savoir si quelqu'un la cherchait. Elle était préoccupée de savoir si ses proches étaient au courant de l'incident, car personne n'avait été témoin de sa disparition. Cette nuit changea tout pour Madsy. C'était la première fois qu'elle ressentait un vrai défi pour sa vie. Dans une tentative urgente de trouver une issue, elle proposa à l'homme d'utiliser les toilettes, espérant que cela lui offrirait une chance de s'échapper ou au moins d'envoyer un signal d'aide à quelqu'un à l'extérieur. Mais ses attentes furent rapidement déçues lorsque l'homme devina presque immédiatement ce qu'elle avait en tête, et sa réaction fut immédiate et dure. Il prit une corde en main, montrant ainsi qu'il ne faisait pas ce genre de choses pour la première fois, et enchaîna Madsy à la voiture. Il avertit que toutes les tentatives de fuite seraient vaines. Beaucoup ont essayé, mais aucun n'a réussi, dit-il, soucieux d'affaiblir la détermination de Madsy et de semer le doute quant à la facilité d'une évasion pour elle. Alors que le temps passait inexorablement, la nuit profonde tomba. Le ravisseur s'était endormi depuis longtemps, accablé et ivre des boissons, tandis que Madsy, prisonnière de ses pensées, ne pouvait trouver le sommeil. Elle avait toujours pensé que les gens disparaissaient normalement à cause de connaissances, ou que des parents éloignés ou des amis peu fiables pouvaient être impliqués. Mais son cas était différent. Elle avait été enlevée par quelqu'un de complètement inconnu, ce qui l'effrayait le plus. Elle se torturait avec la question de savoir comment sa famille pourrait la trouver maintenant.
et y pensait sans cesse. Le temps avançait inexorablement. La nuit devenait de plus en plus sombre. À un moment donné, Matsy remarqua une voiture de police qui passait. Mais elle passa si vite qu'elle n'eut aucune chance de faire quoi que ce soit. Avec chaque minute qui passait, ses espoirs s'amenuisaient de plus en plus. À l'aube du jour suivant, l'homme emmena la fille dans la ville la plus proche. Un voyage qui, selon Matsy, dura 4 heures. À ce moment-là, Matsy avait à peine mangé, de sorte que ses forces l'abandonnaient lentement. Pendant ce temps, la police continuait à chercher la fille, mais sans succès. L'absence de témoins ou d'enregistrement de caméras de surveillance laissa les enquêteurs sans aucun indice qui pourrait les aider à poursuivre l'enquête. Pendant ce temps, la mère de la fille était au bout de ses forces. Elle se sentait très mal à cause du malheur subi. Matsy restait souvent seul dans la voiture pendant que son ravisseur allait vérifier les nouvelles. Il visitait les supermarchés pour chercher des journaux ou regardait les nouvelles à la télévision. Chaque fois qu'il revenait, il rapportait des nouvelles sur les parents de Matsy, prétendant les avoir vus à la télévision. Une fois, il apporta même un journal avec une photo de Matsy en première page. À ce moment-là, la fille ressentit une étincelle d'espoir, car elle comprit qu'elle n'était pas oubliée et qu'on la recherchait. Le 3e et dernier jour fut le plus mémorable, selon Matsy. Pendant les 2 nuits que j'ai passées avec lui dans la voiture, je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais pas dormir, bien qu'il fût lui-même à peine conscient et presque endormi. Mon instinct de survie me gardait éveillé. Je me souviens d'avoir regardé le ciel nocturne une fois et d'avoir vu les belles étoiles. À ce moment-là, je me sentais comme si je m'envolais mentalement de là, vers un endroit complètement différent. Bien que je fusse prisonnière dans cette vieille voiture très usée, je rêvais de rentrer chez moi. Le 3e jour, l'homme quitta à nouveau la voiture et dit qu'il devait acheter des sacs poubelles. Plus tard, il avoua devant le tribunal qu'il avait l'intention d'y emballer Matsy. Elle remarqua qu'un trousseau de clés se trouvait sur le siège avant. Matsy rampa jusqu'au siège avant et trouva la plus petite clé parmi les clés. Cette clé correspondait à son cadenas de menottes et elle put se libérer. J'étais choqué quand j'ai trouvé la clé pour la chaîne. Immédiatement, la question s'est posée. Que dois-je faire maintenant ? Je n'avais absolument aucun plan. La peur me saisit, car il avait averti que si je m'enfuyais, rien de bon ne m'attendait. Par peur des conséquences, Matsy remit la chaîne en place et la ferma avec la clé. Mais une voix intérieure ne la laissa pas abandonner. Elle savait ce qui arriverait si elle restait ou si elle était capturée. Avec une nouvelle force, Matsy ouvrit le cadenas, saisit la porte de la voiture, ouvrit la fenêtre et grimpa dehors. Durant ces 3 jours, je n'avais rien mangé et n'avais pas de force. C'est pourquoi, quand je suis sorti par la fenêtre, je ne pouvais pas courir. Mes jambes cédaient. Je ne pouvais que marcher. Matsy marchait le long de la route, agitant les bras et criant. Des voitures passèrent devant elle, mais personne ne s'arrêtait. Entre-temps, l'homme revint et vit que Matsy était parti. Il commença alors à lui crier de revenir. Au moment où Matsy réalisa qu'il était revenu, elle se dit à elle-même « Maintenant ou jamais ». Et elle sauta au milieu de la route. Un camion put s'arrêter juste devant elle. S'il n'était pas passé à ce moment-là et ne s'était pas arrêté, je ne crois pas que je serais ici maintenant. Avec ses dernières forces, Matsy s'approcha du conducteur et dit « Mon nom est Matsy Sanchez. J'ai été enlevé. Cet homme m'a retenu dans sa voiture pendant 3 jours. » L'homme tenta de s'enfuir, mais le chauffeur du camion put noter la plaque d'immatriculation de la voiture dans laquelle Matsy avait été retenu. Il est mon héros. Je l'apprécie beaucoup. C'est un sentiment merveilleux de pouvoir aider quelqu'un. Pendant qu'il cherchait en cet homme, j'ai dû passer par de nombreuses procédures. On m'a interrogé. On a pris mes vêtements comme preuve. Tout le temps, j'étais entouré de personnes que je ne connaissais pas. Ils sont devenus comme une famille pour moi. Avec eux,
Je me sentais en sécurité. Ils ont pris soin de moi et ce jour-là, j'ai vraiment beaucoup mangé. Curtis Dean Anderson. C'était l'homme qui a pris 13 vies, y compris Diana Fairchild. L'histoire de Matsy Sanchez aurait pu se terminer différemment sans son courage. C'était étonnant de voir comment Matsy, à un si jeune âge, a pu se libérer et s'échapper. C'était incroyable. Quelques heures après toutes ces procédures, la fille fut ramenée dans sa ville natale et elle put revoir sa famille. Je pleurais et riais en même temps. Je ressentais une tempête d'émotions, la joie mêlée à la tristesse et au chagrin pour ce qui s'était passé. Mais j'étais à la maison et c'était des retrouvailles inoubliables avec ma famille. La vie de Matsy changea après un certain processus qui bouleversa complètement son existence. Le soutien reçu devint une aide inestimable pour la fille et sa famille pour se préparer au procès à venir, où Matsy témoigna courageusement contre la personne qui lui avait fait du mal. Curtis Dean Anderson fut condamné à une peine de plus de 300 ans. Mais sa vie en prison prit fin après 8 ans. Les temps difficiles dans l'enfance eurent une influence remarquable sur la vie adulte de Matsy. À 12 ans, elle commença à fréquenter de mauvais cercles, à consommer de l'alcool et à se comporter de façon imprudente. Les tuteurs qui traitèrent son cas furent déçus de voir comment Matsy n'appréciait pas son existence, ce qui était une triste conséquence de ses expériences d'enfance. Il était évident que ces actions causées par le passé pourraient conduire à des situations encore plus complexes que les problèmes déjà existants. Quand Matsy atteignit l'âge de 16 ans en 2009, un événement désagréable dans la rue changea fondamentalement sa vie. Elle était passagère dans une voiture qui fut considérablement endommagée. L'accident eut des impacts significatifs sur sa santé et la força à lutter à nouveau pour une vie normale. Ce moment devint un tournant dans sa vie. En plus du malaise physique et émotionnel, Matsy découvrit peu après l'accident qu'elle était enceinte. Elle vit cela comme un signe du destin qui la motivait à des changements dans sa vie. Elle décida de ne pas regarder en arrière vers les erreurs et difficultés passées et commença à construire un chemin vers un avenir meilleur. Après les défis, Matsy vécut 16 années de découverte de soi. D'une écolière joyeuse, elle se transforma en une personne à la recherche de son chemin. Mais elle put transformer son malaise en force et commença à aider d'autres personnes confrontées à des difficultés de vie. Avec sa mère, Madame Sanchez, elles fondèrent une fondation pour aider les nécessiteux. Elles n'offrent pas seulement des conseils pour surmonter les crises, mais aident aussi à rechercher des personnes disparues, créent et distribuent des dépliants, organisent des groupes de volontaires et travaillent avec les médias pour attirer l'attention sur de tels cas. Grâce à ces efforts, Matsy trouva la paix et un but dans la vie. Maintenant, elle et Madame Sanchez aident ceux qui ont subi une perte ou vécu des événements désagréables similaires. Leur travail soulage la souffrance et inspire beaucoup à lutter contre les circonstances et à croire au bien. Matsy a identifié 3 étapes importantes pour les familles dans des situations difficiles. Premièrement, elles informent immédiatement la police de la disparition d'un proche. Deuxièmement, elles recueillent des objets personnels de la personne disparue, y compris des photos où elle sourit et ne sourit pas, ainsi que des objets qui peuvent aider à l'identification, comme des vêtements, une brosse à dents, un peigne. Troisièmement, elles forment un groupe de soutien, car il est très difficile de faire face seul à une telle situation. Il est important de ne pas sombrer dans une profonde tristesse et une faible estime de soi. Au lieu d'être inactifs et de s'apitoyer sur leur sort, ils trouvent la force de se battre et d'avancer. Ils se concentrent sur la recherche et ne laissent pas la tristesse prendre le dessus, pour ne pas manquer la chance de profiter de la vie, car elle peut passer et ne laisser que des regrets sur le temps perdu.